Enfin, dans quelques instants. Bonjour Danielle Obono. Bonjour. Vous êtes députée insoumise de Paris. Au programme, justement, cette proposition de Gérald Darmanin à baisser la majorité pénale à 16 ans, juger des mineurs de 16 ans comme des majeurs de 18 ans. Êtes-vous favorable? On va revenir aussi sur l'Assemblée représentative de la France insoumise. Quels sont les enjeux pour la France insoumise à 1 an des municipales? Est-ce que la France insoumise a encore des alliés? Est-ce qu'elle en cherche encore aussi? C'est ce qu'on va vous demander. Mais avant ça, la situation internationale. Évidemment, Donald Trump qui déclare cette nuit que l'intervention militaire américaine en Iran ne sera finalement peut-être pas nécessaire. J'insiste sur le peut-être. Est-ce que ça vous rassure ? Non, en vrai dire, parce que la menace reste une escalade militaire dans la région et c'est une erreur grave que de laisser planer le doute. Donald Trump devrait appeler à un cessez-le-feu, appeler Benjamin Netanyahou et lui dire de cesser cette escalade meurtrière. Objectif de Donald Trump, faire en sorte que l'Iran ne se dote pas de l'arme nucléaire à terme. Est-ce que ça, c'est un objectif, quels que soient les moyens d'y parvenir, que vous partagez ? Oui, nous sommes pour faire en sorte que tous les pays respectent les traités de non-prolifération. Le problème, c'est que il y avait des négociations prévues ces jours-ci, et c'est l'attaque d'Israël contre l'Iran qui les a empêchés. Donc il y avait un accord en 2015 qui a été signé, justement, un accord iranien que Donald Trump lui-même, quelques années plus tard, a brisé. Donc en fait, c'est une volonté, il y a une volonté d'escalade, et ça met en danger d'abord les populations civiles qui sont victimes des bombardements. Il y a plusieurs centaines de morts 657 en Iran. Il y en a également en Israël désormais. C'est toute la région qui est déjà suffisamment déstabilisée, et toutes les populations et les peuples qui sont déjà suffisamment victimes de leur propre régime et de situations très très instables avec des groupes violents, des groupes terroristes qui commettent des crimes, etc. Il n'y a pas besoin de ça, ni pour cette région, ni pour le reste. Quand on se retrouve dans cette solution, vous l'avez dit d'ailleurs, des civils meurent de part et d'autre, en Iran, en Israël par exemple. Qui est responsable? Est-ce que c'est le régime iranien qui a continué à menacer Israël de le rayer de la carte? Ça a été dit plusieurs fois, y compris jusqu'au plus haut niveau de l'État. Est-ce que c'est le régime iranien qui a continué manifestement son programme d'enrichissement nucléaire malgré ses promesses? Ou est-ce que c'est Israël qui bombarde? Qui est coupable pour vous? Qui est responsable de cette escalade? Dans cette affaire, notre boussole, c'est le droit international. Et le droit international prohibe l'agression d'un État souverain par un autre. Voilà, tout simplement. Et à un moment donné, nous dénonçons Benjamin Netanyahou en tant que criminel de guerre génocidaire. Nous dénonçons Khamenei et les dirigeants iraniens qui sont des dictateurs. Mais notre boussole, ça reste le droit international. Et dans cette affaire-là, précisément, c'est Israël qui piétine le droit international parmi d'autres fondements du droit international qui piétine. Après avoir, je rappelle quand même que c'est un État qui, en ce moment, est en train de commettre un génocide qui continue en fait à Gaza, avec des centaines des personnes qui continuent à être tuées. C'est un État qui a bombardé le Liban, qui a bombardé la Syrie, qui a bombardé le Yémen, qui aujourd'hui s'attaque à l'Iran. Ça suffit. En fait, faut dire stop. Si on veut que le droit international, si on veut que le monde croit encore un tant soit peu à la justice et à un certain ordre qui protège les peuples et les États, faut mettre un terme à ça, parce que c'est délétère, y compris pour nous, y compris pour l'Occident, qui aujourd'hui a une position de plus en plus décrédibilisée. On va revenir dans un instant sur la position de l'Occident et notamment de la France, mais quand je vous écoute, Danielle Obono, j'ai l'impression que la menace numéro 1 pour la paix au Moyen-Orient, c'est pas le régime des mollahs iraniens, c'est Israël. Est-ce que pour vous c'est le cas? Non, je le répète, notre boussole, c'est le droit international. Et le droit international prohibe l'attaque et les agressions. Le droit international prohibe aussi un certain nombre de comportements du régime iranien, notamment, qui est accusé de violation des droits humains, qui systématique, etc. Et je vous l'ai dit très clairement, nous dénonçons, et nous avons toujours dénoncé ce régime autoritaire, dictatorial. Nous soutenons les processus de résistance en Iran, mais ces processus-là ne seront pas mieux sous
les bombes et avec des centaines de civils tués. Si je vous écoute ce matin et que je suis israélien. Si je vous écoute ce matin et que je suis israélien, Daniel Obono, je me dis que vous voulez que j'attende que l'Iran se dote de l'arme nucléaire parce que vous m'interdisez de les frapper préventivement. Les frappes préventives, ça n'existe pas en droit international. Encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut la loi de la jungle, le droit du plus fort de décider de ce qu'ils veulent? Mais ce sera ça quand ils auront l'arme nucléaire. En fait, ça fait des dizaines d'années que Israël, en l'occurrence, justifie ces coups de boutoir contre l'Iran par cela. Je rappelle que, encore une fois, nous étions parvenus, les États, un certain nombre d'États étaient parvenus à un accord. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont les États-Unis d'Amérique qui s'en sont retirés. Oui. Et effectivement, ensuite, l'Iran a manqué à un certain nombre de ses engagements. Et a attaqué Israël indirectement à plus d'une reprise, en armant le Hezbollah, en armant les Houthis, en armant le Hamas, en le soutenant. De quoi parlons-nous ? Est-ce qu'il s'agit d'empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire ? Si c'est le cas, ce qu'il faut faire, c'est faire ce qui était prévu, c'est-à-dire des négociations. Si il s'agit de faire en sorte qu'il y ait la stabilité dans la région, il faut faire en sorte, y compris qu'Israël cesse en ce moment même de commettre le génocide à Gaza, parce que c'est un des éléments de déstabilisation forte, en plus des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis en ce moment à Gaza. Je vous rappelle que le dirigeant israélien est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc à chaque sujet, il y a une réponse diplomatique, il y a une réponse qui doit être celle de la désescalade et du renforcement des institutions internationales. Réponse diplomatique qui est portée par la France en ce moment. Jean-Noël Barrot était à Genève hier en compagnie de ses homologues allemands et britanniques pour rencontrer son homologue iranien. Quelques heures après, Donald Trump explique que de toute façon, les Européens ne sont pas utiles dans cette discussion. Est-ce que vous comprenez pourquoi Donald Trump a besoin d'humilier l'Europe à chaque fois qu'elle essaie de faire quelque chose ? Je comprends surtout que c'est que la France et l'Europe se laissent humilier. Excusez-moi, vous avez entendu les déclarations de Jean-Noël Barrot. On aurait cru entendre un porte-parole de l'armée israélienne, du gouvernement israélien. Il a repris à son compte l'ensemble des justifications fallacieuses de Benjamin Netanyahou. Quelle justification fallacieuse ? Sur exactement ce que je viens de vous dire là, sur l'imminence de l'Iran qui serait sur le point de se procurer un arme. Non, excusez-moi, encore une fois, si vous écoutez les déclarations de l'IAE, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Exactement. Il ne corrobore absolument pas ces affirmations. Et je rappelle que ils ajoutent aussi que l'Iran a menti et que l'Iran a triché. Oui, mais et comment faire confiance au régime des Mollahs ? En l'occurrence, je vous renvoie aux déclarations de Tulsi Gabbard. Ouais. Il y a quelques semaines devant le Congrès des États-Unis d'Amérique, qui est en charge des renseignements américains et qui a produit un rapport qui dit que non, il n'y a pas imminence. Est-ce qu'il y a des risques ? Oui. Et pour éviter ces risques, il faut de la diplomatie. Or, en l'occurrence, les Européens ont repris à leur compte l'ensemble des arguments justifiant l'attaque. Ils ont repris à leur compte, et notamment M. Barrot, qui est une honte absolue, le concept de guerre préventive. Ça, c'est une remise en cause du droit international. Et c'est la raison pour laquelle M. Trump peut se permettre d'humilier effectivement la France, parce qu'elle s'humilie elle-même. Et ça, c'est une régression importante. Sur ce sujet, dernière question, parce qu'elle est importante aussi, Daniel Obono. Si jamais cette semaine, ou demain, ou après-demain, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, est éliminé, ou alors s'en va, tiens, soyons fous, et que le régime tombe, est-ce que ce sera au moins une bonne nouvelle pour vous ? Écoutez, le départ d'un dirigeant autoritaire serait une bonne nouvelle pour tout le monde si ça ne se faisait pas au prix des centaines de morts, du bombardement et des destructions d'un pays et du risque de déstabilisation interne. Donc, à un moment donné, de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de faire en sorte que l'Iran ne se dote pas d'une arme nucléaire, ou est-ce qu'il s'agit du changement de régime qui est un des arguments justifiés. Aujourd'hui, M. Netanyahou assume de dire que ce qu'on veut, c'est un changement de régime. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Irak avec le changement de régime ? Vous vous rappelez ce qui s'est passé au Liban ? De quel droit, aujourd'hui, l'Occident décide de choisir qui ils veulent faire tomber et qui ils continuent à soutenir, d'ailleurs, d'autres dirigeants autoritaires. C'est la remise en cause, encore une fois, des fondements et des principes du droit international. Mieux vaut cesser les bombardements tout de suite, quitte à garder le régime des Mollahs. Mais la question n'est pas de garder le régime des Mollahs. Ce n'est pas
pas à vous, ni à moi, ni à la France, ni aux USA de le décider. C'est le peuple iranien. Et en ce moment, le peuple iranien se fait bombarder. Voilà de quoi il s'agit. Et je ne crois pas que c'est en se faisant bombarder qu'on donne les moyens au peuple iranien de pouvoir effectivement résister et faire tomber ce régime. Encore une fois, le droit international, rien que le droit international et tout le droit international devrait être notre boussole ici. Parlons de la France Insoumise. L'Assemblée représentative de la France Insoumise réunit un certain nombre de vos militants, dont certains seront d'ailleurs tirés au sort. Une déclaration doit être décidée, doit être votée. On est à 1 an des municipales. Est-ce que c'est l'objectif numéro 1 de la France Insoumise? Est-ce que surtout vous cherchez encore des alliés pour ces fameuses municipales? Vous savez, nous avons déterminé notre orientation pour les municipales il y a 6 mois déjà, et nous allons d'ailleurs annoncer un certain nombre de résultats de nos assemblées communales qui montrent que nous sommes un mouvement qui est déterminé et organisé pour faire en sorte que ces municipales voient une avancée du programme de rupture que nous portons, y compris au niveau des communes. Et dans cette feuille de route que nous avions déjà déterminée, nous nous adressons à l'ensemble des forces politiques, des individus, des citoyens et des citoyennes, pour pouvoir mener cette bataille sur la base d'un programme de rupture. Et la question est de savoir si les uns et les autres sont d'accord avec le programme. Vous savez, ça a toujours été notre démarche. Nous posons dans le débat démocratique un programme de rupture et nous appelons toutes celles et ceux qui le souhaitent à Est-ce que vous êtes prêt à accepter de voir des alliances avec des socialistes dans certains cas au municipal? Ça dépendra de ce qu'ils répondent et s'ils répondent aux propositions qui sont mises sur la table. Notre porte est ouverte à tout le monde sur la base du programme, et l'a toujours été. Ça a été depuis 2022 l'objectif que nous portons, et ça a permis notamment de constituer la NUPES puis le Nouveau Front Populaire. Nous nous restons fidèles aux engagements du Nouveau Front Populaire, et c'est à cette condition que nous ferons des alliances, nous espérons les plus larges possibles. Mais localement, nos militants se donnent les moyens d'être présents et présents. Mais ça reste difficile pour l'Union, justement. Je prends un exemple récent. Le chef de file du Parti Socialiste à Toulouse, par exemple, se veut optimiste pour l'union de la gauche, mais, parce qu'il y a toujours un mais, sans la France Insoumise. Est-ce que vous avez le sentiment que la France Insoumise est devenue toxique pour une bonne partie de la gauche aujourd'hui? Je ne le crois pas. Je pense que c'est un discours médiatique et politico-médiatique qui sert les intérêts de ceux qui veulent faire oublier leur trahison des engagements du Nouveau Front Populaire. Vous le verrez, la France Insoumise n'a rien trahi. Écoutez, excusez-nous, en ce moment, ceux et celles grâce à qui le gouvernement est toujours en place, un gouvernement Macron-Bayrou-Retailleau, qui poursuit des politiques antisociales les plus violentes qu'on ait connues depuis des années, qui poursuit des politiques antidémocratiques, qui poursuit des politiques xénophobes, c'est bien le Parti Socialiste ainsi que le Rassemblement National. Ce n'est pas la France Insoumise. Nous sommes celles et ceux qui avons toujours défendu le programme sur lequel nous avons été élus, et c'est ça qui fait, y compris, je crois, notre crédibilité aux yeux de millions de personnes. Merci Danièle Ebono d'être venue le dire sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes députée insoumise de Paris.